Bah écoutez, parfait, je vous propose qu'on commence tranquillement. Alors juste pour présenter un petit peu ce webinaire. Donc c'est un webinaire organisé par la cartographie des talents pédagogiques. Donc le site, donc c'est cartotalent.fr hein, pour les personnes qui, je pense que vous y êtes, hein, mais qui n'y seraient pas. Donc en gros, aujourd'hui, on va vous faire un petit webinaire sur une thématique en fait qui concerne ce qui est de la collaboration, etc. Donc, dans un contexte de confinement. Donc, Christophe Rabu va nous faire une présentation justement sur son expérience par rapport à tout ça. Alors, il faut savoir que Christophe a notamment, ici j'ai un papier sous les yeux, tu as publié en fait hein, dans ce domaine-là. Donc, progresser en groupe, hein, une méthode pédagogique globale basée sur le travail en petits groupes. Donc, il y a vraiment un travail de recherche qui avait été fait par rapport sans doute à ce que tu vas nous présenter. Et tout, j'imagine que tu vas en parler. Et tout cela, évidemment, on le mettra également, je le mettrai les liens dans le chat éventuellement également après. Et ce sera également rediffusé en fait sur le site de la cartographie des talents pédagogiques. Voilà. Alors sans plus attendre, alors simplement pour vous expliquer un peu le principe de fonctionnement. Alors Christophe me dit que ça ne le dérangeait pas éventuellement que des personnes éventuellement interviennent pendant la présentation. Alors ce que je vous propose, si jamais vraiment vous voulez intervenir pendant la présentation, c'est que vous leviez la main en appuyant sur le bouton participant et ensuite lever la main. Je pense que vous le voyez. Du coup, c'est moi en fin de compte qui vais vous dire tiens, je sais pas, Yves a une question, Kevin a une question, etc. Voilà, donc on fera comme ça, ce sera beaucoup plus fluide, je pense au niveau du coup de la présentation. Sinon, vous pouvez mettre vos questions dans le chat si vous avez peur de les oublier. Éventuellement, moi je la regarderai en même temps et comme ça, je pourrai éventuellement bien rebondir dessus à la fin de la présentation. Voilà, écoutez, Christophe, je pense que tu vas pouvoir maintenant partager ton écran. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement. Et Christophe, écoute, c'est parti, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Rabu, je suis prof émérite à l'INSA Toulouse. Et voilà, alors ça peut être un peu surprenant d'avoir quelqu'un qui dise comment il faut travailler en confinement, alors que confinement, j'ai jamais enseigné en confinement. Bien. Mais j'ai mis au point et pratiqué pendant 10-15 ans une méthode de pédagogie en petits groupes, de pédagogie collaborative, et qui s'avère marcher assez bien en confinement, et dont justement je suis content de vous faire part en m'appuyant un peu sur l'expérience de quelques collègues, pas bien nombreux, qui ont Bien. Donc, d'abord, quelques témoignages de gens qui ont fonctionné en confinement pour expliquer les choses et les points peut-être importants à ne pas perdre de vue, justement. Marie-Jo Huguet, qui n'a pas utilisé cette méthode par petits groupes, difficile. On a perdu de vue certains étudiants. Donc, ça, le fait, c'est un point quand même important sur lequel c'est bien si on a une pédagogie, un fonctionnement qui permet de fonctionner, de moins perdre les gens. Et les étudiants sont entraînés et c'est important pour eux. Et voilà. Donc, le fait que les étudiants ne se sentent pas tout seuls, isolés, même pour la qualité du travail, c'est important. Mais là, l'entraide était purement spontanée par les étudiants et c'est de l'entraide, c'est pas exactement la même chose que la collaboration. Une collègue de lycée de Belgique, vous voyez qu'il y a, je ne sais plus qui vient de Belgique, j'ai travaillé pas mal avec Louvain-la-Neuve et donc là, c'est pas sur Louvain, mais qui a travaillé avec des petits groupes virtuels. Les élèves donc échangeaient par petits groupes et elle trouvait que c'était une bonne, vraiment un plus par rapport à l'enseignement à distance parce que ça fait de l'encouragement, du partage et de l'émulation, ce qui est de fait nécessaire à l'apprentissage. Une collègue allemande a aussi fonctionné comme ça et a trouvé que ça fonctionnait. Donc, on va essayer de voir un peu. Je ne sais pas ce qui se passe là. Et tout récemment, Jean-Yves d'Auxois, enfin les autres étaient récents aussi,
Jean-Yves Dauxois, donc de l'INSA à Toulouse, disait qu'il a fonctionné suivant la méthode que je vais dont je vais vous parler en l'adaptant un peu par rapport aux éléments. Donc, il était sous Discord, il avait des salons, comme on appelle Discord, ou des salles, je crois, ou Zoom, différents. Les étudiants sont regroupés avec le groupe qu'ils avaient avant, ça fonctionnait avant en groupe, et ils passent d'un groupe à l'autre avec son tableau virtuel. Et il est très content de fonctionner comme ça, et particulièrement en téléenseignement. Effectivement, juste pour rebondir rapidement, c'est donc Discord, effectivement, qui est un outil collaboratif à la base plutôt de gamers, effectivement, qui est beaucoup utilisé en pédagogie aujourd'hui. Tu as raison de le mentionner, c'est intéressant d'avoir le retour là. Ouais. Alors, si on se remet un peu dans la question pourquoi faire du travail en groupe ou qu'est-ce qu'il en est, un regard rapide de notre enseignement vu par des étudiants. C'est des choses qui ont été écrites en bilan d'enseignement, etc. D'habitude, les cours sont ennuyeux. Je prends ça comme une paire de claques pas possible parce que quand je m'ennuie, j'apprends pas grand-chose. Et donc, cette personne continuait en continuant sur les cours marginaux, donc un lapsus assez amusant par rapport aux cours magistraux, que ces cours ne servaient pas à grand-chose, pour être bref. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut faire, et je commence par deux proverbes africains, réputés africains. Une main seule ne peut pas prendre la farine, il faut qu'elle s'unisse. Vous voyez de quelle farine je parle, la science, ce qu'on a à apprendre, et la main, c'est plutôt la tête, et à plusieurs, on fait plus. Et d'où l'autre proverbe, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je trouve que ce sont des démarches qu'on a de fait. Notre culture d'enseignement telle qu'on l'a vécue quand on était étudiant, ou telle même souvent on la pratique, on enseigne beaucoup comme si les apprenants étaient isolés les uns des autres. Même si on les fait collaborer de temps en temps, on va voir qu'on peut faire autrement. Et un autre élément, quand on a changé d'avis, on a mieux compris en profondeur, on retient mieux sur le long terme. Mais quand on se laisse convaincre par le prof, on n'a pas vraiment changé d'avis, on s'est juste aligné sur la bonne chose. Alors, comment on attaque maintenant un peu dans le dur le principe de la méthode? Les nouveaux cours magistraux, donc cette page-là a été écrite au départ sur des groupes moi j'avais des groupes de 25, ça marche très bien à 30, jusqu'à 40 sans problème, me dit Jean-Yves Dauxois, et dit pas plus de 50, mais on va voir ce qu'on va faire en amphi de façon un peu approchée. À faire en travail personnel. Donc, pour la prochaine séance, donc, vous devez travailler de la page temps à la page temps de tel document, ou du point temps au point, enfin, de tel endroit à tel endroit de document. Travailler, étudier, ça veut dire lire, essayer de comprendre, pas forcément tout faire dans tous les détails. En maths, je leur dis, vous n'êtes pas forcé de faire toutes les démonstrations. Vous pouvez, mais vous devez repérer ce qui vous intéresse, ce qui vous gêne, vous devez en fait préparer l'étape 2 qui va être la suivante, où vous allez discuter avec vos camarades sur ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous allez confronter les difficultés, vous allez, si sur une difficulté, il y a un étudiant qui n'a pas eu la difficulté et l'autre qui a eu une difficulté, celui qui a pas de souci, il va expliquer à celui qui a des soucis. Peut-être même il va se rendre compte qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas, où il avait sauté par-dessus, il n'avait pas vu qu'il y avait une difficulté, et ça lui permet d'approfondir davantage. Et on sait que le fait d'exprimer, c'est toujours une bonne chose. Et éventuellement, discussion sur les points importants. Vous voyez que ceci, la première approche, c'est vraiment l'aspect transmission, et c'est ce qu'on fait d'habitude, nous, en cours magistral. Et la seconde approche, c'est déjà de l'approfondissement. J'ai oublié de dire dans cette seconde approche que l'enseignant aide les équipes à leur demande.
il est présent. Moi, je passais de table en table, puisque ce sont, je ne l'ai pas encore dit, ce sont des équipes de 4 en général. Et l'approfondissement se fait après un cours magistral dont l'assimilation était et se fait tout seul, alors que l'approfondissement, si on discute, c'est bien mieux. Et l'assimilation complète, en fait, les étudiants le font relativement, pas tous bien sûr, mais parce qu'ils ont peut-être moins confiance complètement dans le travail de groupe au départ. Une question que vous m'interrompez pas parce que vous êtes gentil, mais souvent on m'a dit, mais dis donc, ils sont spéciaux tes étudiants. Moi, si je leur demande de faire des exos à l'avance, jamais ils font un exo à l'avance. Hein, jamais ils préparent un cours qui va être fait. Oui, parce que tel que c'est organisé, ils ont l'impression que c'est pas optimal du point de vue temps, que c'est pas leur intérêt. Moi, je leur explique au début. Faites-moi confiance pendant 15 jours. Au bout de 2 semaines, vous verrez, vous aurez vite compris que c'est votre intérêt de faire le travail. Parce que vous allez pouvoir approfondir, vous allez pouvoir faire les choses là-dessus. Et lorsque je pose les questions par écrit en bilan d'enseignement, est-ce que vous avez fait le travail personnel et pourquoi? Au pourquoi, j'ai plusieurs fois vu, pour ne pas être le boulet du groupe, j'ai plusieurs fois vu parce que ça avance mieux, etc. Donc, alors maintenant, vous allez dire, oui, mais si on est en amphi. Alors ça, c'est inspiré d'un travail qu'a fait Dominique Basse à Lyon. Vous voyez qu'on retrouve des gens peut-être en biologie à Lyon 1, où on a adapté ensemble à la suite du congrès de Grenoble des choses. Ben on commence pareil. On commence pareil. Alors, la première partie marche très bien, marche en téléenseignement, les étudiants étant disparates et les groupes sous Zoom, Discord ou etc. Il y a une petite difficulté, on en parlera peut-être tout à l'heure. Étudier donc ça maintenant, ben, c'est un amphi, ça peut être un amphi réel ou virtuel, et vous étudiez de la page temps à la page temps du document, et en amphi vous allez vous retrouver avec vos voisins et rapidement vous allez confronter les difficultés, voir ce qui ne va pas pour les uns et les autres. Éventuellement, vous allez tenter de résoudre en équipe ces difficultés, mais je ne voudrais pas que vous y passiez trop de temps. Je voudrais surtout que vous envoyiez en direct à l'enseignant une question que vous aimeriez que le professeur éclaircisse en amphi, c'est-à-dire que vous avez trouvé que ce point-là vous paraissait important et suffisamment problématique pour que vous voudriez que l'enseignant le détaille. Et puis, vous allez poser une question a priori de type QCM à poser à tout le groupe pour voir s'ils ont compris. Ça s'inspire directement de la méthode que vous connaissez peut-être, sans doute, de Éric Mazur, la pire instruction, où on pose des questions à tout l'amphi qui répondent avec un moyen de vote, la plupart du temps le smartphone maintenant. Donc là, on tombe sur la suite. Hein. L'enseignant va donner des explications sur les questions qui lui ont été posées au départ, ou simplement directement, il pose des questions à l'ensemble du groupe qui va voter. Et en fonction du taux de bonne réponse, c'est évident que s'il y a 90% de bonnes réponses, il explique rapidement le pourquoi de la réponse, mais on ne va pas se casser beaucoup la tête. S'il a 10% de bonnes réponses, il ne va pas demander aux étudiants de discuter en équipe, de discuter avec leurs voisins. Mais s'il a entre 30 et 70% de bonnes réponses, ça c'est les chiffres indiqués par Éric Mazur, il va proposer aux gens de discuter avec leurs voisins, il y a à 3-4 a priori, et pour que chacun argumente et chacun se fasse une opinion ou conforter la sienne ou changer d'avis. Revote, et en fonction de tout ça, l'explication et complément de l'enseignant. Vous voyez qu'on réussit là encore, même sur des grands groupes, à avoir de la collaboration entre étudiants
Et ça n'a pas été expérimenté pendant le confinement. Donc, je peux pas promettre ni quoi que ce soit, mais vu ce qui a été dit, vu ce qui a été dit, il y a toutes les raisons que en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Alors, pour ça, il faut des documents pour les étudiants. Alors, quels sont les documents possibles? Ce que je vois, c'est livres, polycopiés, vidéos. Et moi, j'ai une opinion assez claire là-dessus. C'est l'écrit est un avantage très important par rapport à travailler, pour pouvoir travailler dessus, en particulier par la suite. Il y a d'une part une meilleure attention, il y a parce que c'est quand même plus actif de lire que de regarder quelqu'un. Pour revenir en arrière, en particulier lorsqu'ils ont soit oublié un détail, soit qu'ils veulent préciser leur argumentation en disant « Attends, tel théorème, il dit telle chose, mais attends, c'est quoi les hypothèses ? Allez, j'ai besoin de vérifier. » Comme j'ai travaillé dessus précédemment, je sais très bien revenir en arrière et ça marche très bien. En plus, il a l'argument de poids facile dans la discussion avec les autres étudiants, de l'équipe, en disant c'est à la page temps du polycopier, et ça peut très bien s'exprimer en étant à distance. C'est pas un gros problème. Alors maintenant, donc ça c'est l'écrit en général. Le polycopier en plus permet d'être à l'étudiant de le personnaliser, de le conserver. Donc, il s'investit davantage sur un. On a une culture tout à fait légitime qu'un livre. Enfin, moi, j'ai la culture. Le livre, c'est sacré. On n'écrit pas dessus. Bon, je pense que c'est beaucoup de gens là-dessus comme ça. Et donc, il y a une distance qui est prise. Alors que le polycopier, on a moins la distance. C'est à la fois le message que donne l'enseignant qu'on connaît. Donc, c'est un message personnel et c'est à la fois quelque chose qui m'appartient. Donc, le polycopier est un avantage. Évidemment, il faut le rédiger. Si on en a un déjà prêt, c'est déjà pas mal. La rédaction doit être, si possible, plus conviviale. Je dirais sans doute quelques mots comment rédiger un polycopier si on a le temps ou si vous le souhaitez un peu plus tard. Vous voyez, je vous donne des idées de questions là à poser là. Comment on rédige un polycopier? Bon. La vidéo, par contre, a un avantage pour ce qui est de l'information et aussi, on va en parler, les cours de synthèse et structuration pour faire une synthèse structurée des acquis, mais pour présenter des choses nouvelles et des choses dont on va se servir, dont on va avoir besoin de références. Moi, j'ai essayé 2 MOOC que j'ai pas réussi à aller au bout parce que je cherchais la syntaxe de telle instruction Python, etc. Et que sans document écrit, j'y arrivais pas. Alors maintenant, on a un peu vu comment faire les cours. J'ai attaqué par ce que j'allais dire le plus dur et le plus surprenant. Je propose aussi des TD collaboratifs. Vous voyez que j'ai fait des cours collaboratifs, des TD collaboratifs. La première, je ferai aussi éventuellement des TP collaboratifs, mais là, on en parlera seulement si vous le demandez. Donc, la même démarche. Vous voyez, la démarche, c'est que le collaboratif est efficace s'il est précédé par un travail personnel, individuel sur le sujet, qui permet à la fois de mûrir la chose et qui permet aussi à la discussion d'attaquer directement dans le vif. Donc, vous tentez de résoudre tel et tel exercice, et puis si ça vous est trop dur ou si si vous faites pas tout, c'est pas grave, mais vous allez en discuter avec les gens de l'équipe après. Ensuite, résolution et approfondissement. On discute en équipe de 4 sur ce qui a été résolu ou pas résolu, on confronte les résultats. Alors là, ça va quelquefois très vite. Tel exercice, j'ai eu tel résultat et j'ai fait telle méthode. Ah moi aussi. Bon, on passe à l'exercice suivant. Alors, ceux qui craignent que les discussions prennent plus de temps, là, ça prend pas plus de temps. On a gagné un quart d'heure. On a gagné le temps que l'on fait l'exercice, voire qu'on le fait 2 fois.
Parce qu'assez souvent, il est fait 2 fois, on laisse le temps aux étudiants de faire l'exercice, ensuite on le corrige au tableau. Là, on va voir au niveau correction ce qu'il en est. Donc, s'il y a des difficultés, on cherche à les résoudre en équipe, on discute, ça fait du brainstorming scientifique et ça marche, je trouve, très bien. Et puis, en discutant, on prend un peu de recul par rapport à l'exercice. L'enseignant passe de table en table et aide les équipes. Typiquement, la collègue allemande et la collègue belge travaillaient surtout sur les exercices. La collègue allemande uniquement, parce que c'est une postdoc et elle est chargée uniquement d'exercices, mais elle fonctionnait comme ça. Ensuite, assimilation, oui ou non, ça peut dépendre, refait ou pas refait, selon la difficulté qu'il y avait eu précédemment. Alors, correction des exercices et des problèmes, tout corriger dans le détail, c'est pas la peine. C'est en fait du temps souvent inutile parce que le détail technique, comme je dis quelquefois, dire que quand on passe X de gauche à droite du signe égal, il change de signe, ils le savent, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, hein, mais leur expliquer pourquoi on utilise telle méthode, pourquoi on fait une intégration par partie, excusez-moi, je prends des exemples maths, ça m'est plus spontané, hein, ou pourquoi on utilise le centre de gravité au lieu de l'ensemble, etc. Ça, c'est plus important. Et en fait, c'est pour ça qu'on pose l'exercice en général. Dans la pratique, les étudiants, quand ils sont en salle, quand ils ont fait quelque chose, comme ils savent qu'il n'y aura pas de correction détaillée, et puis qu'ils ont envie de savoir tout de suite s'ils ont juste ou pas, ils m'appellent, ils me disent « on a fait ça, vous validez ?» Il me faut à peu près 15 secondes pour regarder ce qu'ils ont fait et dire « je suis d'accord avec votre démarche, ça me va ». Et puis, où ils appellent l'enseignant et ils disent « là, on coince, on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Là, je m'assois à côté d'eux et on discute un peu plus précisément les points. Pardon, ça, c'était un peu sur ce qui précédait. Mentionner les points fondamentaux, les points clés. Donc, c'est en fait une correction que j'appelle conceptuelle, qui a du recul par rapport aux détails de l'exercice, hein, et sur la stratégie de résolution et les raisons de cette stratégie. Alors ça, cette correction, elle peut être faite pendant la séance des exercices. Moi, je préférais souvent les faire au niveau de ce que j'appelle les cours de synthèse et structuration, dont je vous parlerai, je pense, spontanément tout à l'heure, sinon, si je vous en parle, je tâcherai de vous en parler. Donc, on évite de faire les calculs, mais si on veut donner une correction détaillée écrite aux étudiants, ne serait-ce que parce que ça les rassure, on leur donne une correction détaillée écrite au lieu de la faire verbalement. C'est autant de temps gagné. Autant de temps de séance gagné, je suis d'accord, mais je pense que c'est tout à fait bien d'avancer par un peu d'écrit aussi. Donc, cours de synthèse et structuration, oui, je l'ai bien mis ici. En fait, c'est assez important, moi je trouve que c'est fondamental, de structurer les connaissances acquises. Je prends l'exemple de quelqu'un en vélo. Quand on est en vélo, qu'on pédale, je ne sais pas qu'on regarde la roue avant du vélo, mais on regarde en général où on pose les roues, j'allais dire. Quand on marche en montagne, on regarde où on met les pieds. Et puis en montagne, je préfère cet exemple-là en fait. En montagne, de temps en temps, on s'arrête et puis on regarde le paysage et puis on souffle et puis on se dit tiens, j'ai bien avancé. Eh bien en fait ici c'est pareil. C'est important de structurer, de dire oui, on va vers tel endroit ou tel sommet se trouve tel endroit. Ça on va l'utiliser en mécanique ou ça vous l'avez utilisé avec un autre nom en biologie. Ou vous l'avez utilisé en maths l'an dernier, vous l'avez sans le savoir, vous vous en êtes servi un peu sans le savoir avant, ou vous allez vous en servir lors de tel autre cours un peu plus tard. Donc, c'est quelque chose qui donne de la consistance, de la structure aux notions étudiées, qui aide à comprendre à quoi ça sert, entre guillemets, vous savez,
le fantasme éternel de ces problèmes de maths, de ces cours de maths, de donner les points clés du cours et des exercices, de donner du recul, puis quelquefois pour compléter, moi je donnais quelquefois des éléments historiques, de dire, ah ben tiens, ça a été fait en gros il y a 40 ans ou en gros il y a 300 ans, c'est pas exactement la même chose, et ça a été fait avec tel but ou tel élément, ou il y a telle anecdote historique qui s'est passée, etc. Bref, ces cours intéressent les étudiants et ils s'y accrochent parce qu'on parle de choses qu'ils ont déjà travaillées, qu'ils connaissent. Alors que les cours habituels, les cours magistraux habituels sont des cours qui ont tendance à les larguer parce qu'en plus, s'il manque 3 minutes parce qu'ils ont pensé à autre chose pendant 3 minutes, on a du mal à raccrocher les wagons. Donc, en fait, ces cours de synthèse et de structuration sont, je trouve, des cours assez efficaces. Ceux qui ont travaillé, qui ont traité par rapport à l'APP, l'apprentissage par problème et par projet, peuvent comprendre que mon idée vient de là, même si ce n'est pas du tout la même stratégie de fonctionnement. Alors, un autre élément que je tiens à mentionner, qui a été introduit par Franck Sylvestre à Toulouse, pour faire rédiger les gens, pour que les étudiants apprennent à rédiger, se rendent compte de l'importance d'une bonne rédaction. Il pose une question, en général fermée, où chaque étudiant doit répondre. Si c'est fermé, c'est donc ABCD, ça simplifie pour la suite, et il doit argumenter en 3-4 lignes sa réponse. Là, donc, il y a une appli smartphone qu'il a créée, appelée Elastic. Ensuite, chaque étudiant va recevoir les réponses de 3 autres étudiants dans l'amphi. Pas tout à fait par hasard, il recevra au moins des réponses qui n'ont pas toutes le même type de réponse. Hein, si c'est le même réponse par lettre ABCD. Hein. Et il doit donner son avis et noter la qualité des argumentations. Donc, les étudiants, comme ça, individuellement, vont se positionner, vont voir les arguments d'autres personnes et vont pouvoir en plus dire si les arguments sont clairs, paraissent pertinents ou n'ont rien à voir avec la chose. Et éventuellement, il propose une amélioration des réponses à cet étudiant. Bon, chacun recevra ensuite les avis des autres étudiants et le prof choisit certaines réponses et les commente, que ce soit sur la qualité de l'argumentation, donne des contre-exemples, s'il y a une erreur et qu'il y a un contre-exemple à trouver, à donner, il peut donner un contre-exemple pour argumenter ces éléments. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est quelque chose que personnellement je n'ai pas pratiqué, je trouve ça extrêmement séduisant comme stratégie de fonctionnement en amphi, en quelque sorte, qui peut être, pour moi c'est plutôt un amphi une fois que les notions ont été quand même assimilées. C'est-à-dire c'est pas tout à fait un amphi de révision, mais c'est un amphi en tout cas un peu postérieur. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai peut-être de comment rédiger un texte en autonomie. Vous voyez qu'on s'approche. Donc là, on a vu maintenant à peu près l'ensemble de la stratégie. Et effectivement, c'est important de rédiger un texte. Je conseille de travailler en vous adressant aux étudiants. Je suis frappé maintenant quand des gens qui regardaient mes polycopiés disaient mais tu t'adresses aux étudiants là. On est habitué à utiliser des formes passives, des formes infinitives. Un examen même, on demande aux gens démontrer ER ou définir, ou etc. Alors que c'est pas plus dur de dire définissez, démontrer. Et même je dis quelquefois utilisons telle propriété, des choses comme cela. Plutôt que grâce à telle propriété, par exemple.
Bref, et je dis écrivez comme si vous parliez au tableau. Enfin, je suis en train de dire ce que je fais, mais je trouve que ça marche assez bien et des étudiants l'ont exprimé très clairement qu'ils appréciaient ça dans les bilans de fin d'année. Il faut proposer des pauses. Bon, ça c'est. En fait, il faut penser un polycopier non pas comme un exposé froid, technique, etc., mais comme une communication au lecteur, ce qu'est évidemment tout livre dans un sens. Christophe, est-ce que 5 minutes, ça suffira? Parce que j'aimerais bien qu'on puisse après échanger effectivement sur… Oui, oui, Parfait, je suis super. d'accord. Non, je reconnais que je prends mais c'est un parfait, peu plus c'est de génial. temps que d'autres fois. J'ai déjà plein de questions à te poser, c'est pour ça. Effectivement, je suis à 28 minutes, j'en ai conscience. Merci. Et prise de recul, c'est très utile de mettre à la fin de ces polycopiés, à la fin de ce chapitre, pardon, vous devez avoir compris, savoir faire, pouvoir expliquer et d'apporter quelques liens avec d'autres parties du cours ou d'autres matières. Quelques principes de pédagogie collaborative. Des équipes de 4, je pense en collège, c'est pas pour vous, mais je l'ai mis quand même, sans doute 3. En confinement, peut-être 3. La difficulté du confinement, elle est là. C'est que si je veux vous montrer cette feuille-là, ce que j'ai écrit, j'ai pris n'importe quelle feuille que j'avais sous la main, c'est pas très facile pour moi de le montrer, c'est pas très facile pour vous de la lire. C'est ça la difficulté essentielle, alors que quand on est autour d'une table, c'est beaucoup plus facile de montrer ce qu'on a fait. Donc peut-être que 3 en confinement, je ne sais pas, les gens qui l'ont fait ont l'air de dire qu'à 4, ça fonctionne bien. Un travail en équipe bien cadré, donc c'est pas chercher complètement telle chose, c'est pas la stratégie apprentissage par projet. Alternant du travail individuel et du travail collaboratif, et commencer par du travail individuel. Présence et l'aide de l'enseignant est important. J'ai oublié de dire la constitution des équipes. Éviter de mettre ensemble de très bons élèves et des élèves en difficulté. Je pourrais préciser la stratégie que je faisais pour définir ça. Ça marche en équipe à distance, ça marche. On a des outils techniques, j'en ai déjà suffisamment parlé. J'y vois un avantage. Il n'y a pas de problème de bruit de chaise, de bruit de fond, de gens qui discutent, de gens qui parlent. On leur demande de parler, on peut pas faire, mais ils arrivent à parler doucement en général. Mais il n'y a pas de problème. En amphi, c'est particulièrement peu pratique d'être parlé à 4. Enfin, ils y arrivent assez bien, ils se retournent. Alors, remarque d'enseignants. Donc j'ai 2 et puis après d'étudiants. L'apprentissage est continu et progressif. Je dis c'est très confortable quand on est sur le chapitre 4, que les étudiants aient bien assimilé le chapitre 2 et le chapitre 3. C'est presque nouveau. Aucun étudiant n'a été perdu en cours de route. Vous voyez que ça répond. C'était écrit en 2017, c'était écrit donc avant les histoires de confinement, avant la notion de perte complète de certains étudiants. Compréhension donc progressif, meilleure rentabilisation du temps en cours, en séance. C'est le point important et sans doute meilleur degré d'assimilation ici. Et les étudiants, très bon moyen d'assimiler les connaissances, apprendre à échanger, à travailler ensemble, ce qui nous prépare au monde de l'entreprise. C'est une étudiante qui est chez Michelin à l'heure actuelle, ceci. Je prétends que c'est aussi, ça prépare très bien au monde de la recherche. Méthode motivante, l'essentiel de la matière au fur et à mesure, vous voyez la progressivité aussi. Efficience de cette méthode, optimiser le temps de travail passé pour maîtriser une notion. À la limite, ça surprend au départ. Beaucoup de gens disent en discutant, ça va être trop long. Et voilà, je crois qu'on va le considérer comme le dernier transparent, presque le dernier transparent. Tu vois, je fais attention à toi, Julien. Équipe de 4, je ferai des équipes. S'il y a des étudiants qui sont loin de Toulouse, comme c'est
probable, qu'ils aient des étudiants qui soient à l'étranger, qui soient dans les territoires d'outre-mer, etc., je demanderais que ces étudiants ne soient pas regroupés entre eux, mais soient avec des étudiants qui soient à Toulouse, et que, dernier point qui est sur ce transparent, que à l'intérieur d'une équipe, les étudiants soient vigilants entre eux et communiquent avec l'enseignant si un étudiant a l'air d'être perdu. Amphi collaboratif en présentiel virtuel, comme j'ai expliqué, et TD, s'il faut travailler par demi-groupe, ben, on alternerait un demi-groupe en présentiel, dans lequel on ferait des corrections conceptuelles, éventuellement avec du Zoom pour les autres, mais plutôt l'autre groupe en équipe autonome, et peut-être, si c'est possible, communiquant entre elles. Ça, je ne sais pas si c'est possible et facile par rapport à ça. Je termine juste par ces images. La première de l'INSA de Toulouse, c'est pour moi un peu l'image des étudiants en amphi qui s'ennuient, vous voyez. La seconde à Leuven en Belgique, c'est un peu, à mon avis, la vision qu'ont les étudiants en amphi, hein, qu'on pourrait appeler bourrage de crâne dans notre langage habituel. Et la troisième avec Louvain-la-Neuve, que je dois remercier parce que j'ai pas mal travaillé avec eux et ils m'ont inspiré, ils m'ont aidé par rapport à mettre au point cette méthode. Et personnellement, je préfère des étudiants comme sont symbolisés ici à Louvain que comme précédemment. Je m'arrête là et je vous remercie de votre patience et de votre attention, ou de votre attention et de votre patience. Je n'ai pas vu les questions beaucoup, posées. Christophe. Non, mais on va justement passer à cette phase-là. Est-ce que tu peux du coup désactiver ton affichage, ou je peux le faire également? Oui, c'est facile. Arrêtez, ça doit être fait. Parfait. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs maintenant peut-être à activer vos caméras pour cette partie d'échange. Alors, juste en introduction, et puis après, les personnes vont pouvoir rebondir là-dessus. C'est vrai que, alors j'ai noté pas mal de choses. C'est vrai que c'est assez, mine de rien, c'est assez complet finalement. Enfin, c'est assez énorme parce qu'en termes de surface, je dirais, de tout ce qui a été abordé. Alors, j'ai noté des points comme ça, moi, qui m'ont un peu marqué. Pédagogie par problème, je l'ai noté parce qu'il me semble que c'est quand même une des bases de ta méthode, mais on va en reparler. La notion de poly aussi, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais finalement là tu l'as bien mis en avant, et justement moi, j'aurai pas mal de questions avec ça aussi, et peut-être d'autres personnes aussi. Le rapport vidéo-écrit également, ça c'est des questions super intéressantes. La notion de format, est-ce que la vidéo, le tout vidéo, est-ce que c'est bien, comment le positionner par rapport à l'écrit, quelle plus-value, etc. Tu as parlé de peer instruction. Ça, c'est des choses super intéressantes que j'ai pu expérimenter aussi et qui sont vraiment d'une grosse plus-value. Et enfin, il y a également la notion d'outils qu'on peut éventuellement aborder pour ceux qui le souhaitent. Tu as fait référence notamment à Discord, à WooClap, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à rebondir là-dessus. Alors, déjà, est-ce qu'à chaud comme ça, des personnes auraient des questions comme ça à poser? N'hésitez pas à activer vos caméras, pourquoi pas. Vous pouvez simplement lever la main un petit peu comme je le fais là. De toute façon, j'ai une vision un peu sur tout le monde et puis on pourra passer la parole simplement. Alors du coup, je vais peut-être commencer si jamais. Il faut que tu reprennes les points parce que j'ai pas noté des points pour te dire. Non, justement. Je te coupais, mais j'ai pas osé te couper. T'inquiète pas, j'ai tout. Alors j'avais une première question en fait. Alors, ça m'a fait penser en fait ce que tu as présenté au niveau de ta méthode. On parlait beaucoup de classes. On parle beaucoup de classes inversées, par exemple, en disant que c'était une innovation, etc. Et finalement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et en fait, dans la méthode que tu as montré là, ça me faisait penser à ce qui se fait toujours, notamment aux États-Unis, depuis quand même avant que ça vienne ici. C'est que l'enseignant demandait aux étudiants donc de lire souvent une partie de leur livre, enfin du livre que l'enseignant avait écrit de telle page à telle page. Et ensuite, les étudiants venaient en cours. Et à la limite, s'ils n'avaient pas de questions, j'avais vu ça, j'avais vu des témoignages comme ça. Vous n'avez pas de questions, hop, c'est fini, on s'en va. Le cours est terminé. Et du coup, ça arrive qu'une fois, mais les fois d'après, les étudiants venaient bien sûr avec des questions, etc. Et en fait, ça m'a fait penser à ça parce que c'est cette notion de les faire travailler en amont. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça la notion de pédagogie par problème, des choses comme ça. Je ne sais pas comment tu pourrais le. Alors, comment je me positionne par rapport à ces notions-là Alors, d'abord, cette méthode-là, je l'ai mise au point dans les années 2000, 2004, quelque chose comme ça. On parlait le mot classe inversée, je ne l'avais jamais entendu. Hein. Et le principe même, je le connaissais pas. Donc, pour moi, c'est indépendant. La classe inversée a été prise au départ au niveau États-Unis en disant
au lieu de faire le cours en séance et des exercices à la maison, on va faire le cours à la maison, les exercices en séance. Moi, ce n'est pas le cas. Je considère que j'ai des vraies séances de cours. Effectivement, ils étaient en groupe de 24, même quand c'était donc en classe dédoublée, quand c'était des groupes de 50. Et donc, j'acceptais de me faire payer en TD pour faire du cours. Pour faire du cours collaboratif. Hein. Bon, mais je n'ai, je pense, jamais vu, sauf des gens qui suivaient un peu ce que j'ai dit, de classe inversée en ce sens-là, en sens le cours travaillé d'abord, puis du collaboratif sur le cours. Et le collaboratif en petite équipe est extrêmement efficace pour repérer, pour que moi ma préoccupation, c'était qu'il fallait que les étudiants travaillent le cours. Je trouvais désespérant que les étudiants arrivent en TD en ayant suivi ou pas le cours, mais en se disant, si je sais faire les TD, c'est l'essentiel, donc je n'ai pas besoin de travailler le cours. Le cours, c'est de l'acquisition de concepts, et les concepts, ça ne s'acquiert pas seulement par la manipulation. Excusez le matheux de service là, mais j'y crois assez. Et donc, cette association travail individuel, puis essentiellement travail en équipe, mais avec l'aide de l'enseignant, parce que quand une équipe bloque, c'est désespérant. Donc, il faut pouvoir les débloquer. Et donc, alors maintenant, alors, j'avais une question de Pierre Ormière, peut-être, qui va peut-être rebondir là-dessus. Pierre, je t'en prie. Oui, merci de me donner la parole. Merci Christophe pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur ta pratique, enfin sur le contexte, et puis une interrogation. La question, c'est le volume de travail, le volume de cours hebdomadaire des étudiants à l'INSA. Et plus largement, une interrogation que j'ai souvent là, quand on demande aux étudiants de préparer les cours avant, c'est la disponibilité ou la charge de travail qu'on leur demande. Dans les enseignements secondaires, école d'ingénieurs, souvent le volume d'enseignement est de entre 35 et 40 heures par semaine. Et finalement, combien d'heures en plus on leur demande et combien on peut leur demander? Est-ce que finalement le volume de travail, on peut monter à 50, 60 heures de travail hebdomadaire? Je pose cette question d'autant plus en cette période où nous, dans notre établissement, on fait des cours en ligne. On a l'impression côté point de vue enseignant, on a l'impression de leur donner du travail qui correspondrait à 25-30 heures en présentiel. Et pourtant, de l'autre côté, les étudiants, ils mettent beaucoup plus de temps et ils sont en surcharge. Voilà, c'était la question. Alors, d'abord, à ta question, combien de temps de travail en plus cette méthode suppose? Je répondrai, ça dépend d'un certain nombre de choses. A priori, je dirais 0, entre moins 10%, moins 20% et plus 50% de travail personnel habituel. Hein. Parce que ça dépend. L'élément, c'est qu'un élève qui est lent ou qui a du mal va mettre plus de temps à faire son travail préparatoire que l'élève qui est rapide. Hein. Mais c'est des étudiants en tout cas, qui ont dit cette méthode est intéressante du point de vue efficience, on a moins besoin de travailler globalement. Et pourquoi on a moins besoin de travailler globalement? C'est aussi parce qu'on a acquis les choses progressivement et qu'avec les méthodes habituelles, on n'acquiert pas les choses progressivement. Et quand on fait le chapitre 3, même l'enseignant, il est obligé de faire passer 30% de son temps à faire des rappels sur les chapitres précédents. Et tout ça, ça fait du temps qui est moins efficace. Donc, alors évidemment, les gens me disent ouais, c'est pas possible. Je suis désolé. Quand on fait des séances d'exercice où de toute façon pratiquement les exercices sont faits intégralement 2 fois, une fois lentement par les étudiants et puis une fois plus rapidement par l'enseignant, c'est pas plus efficace. Hein. Si tous les gars de l'équipe ont fait l'exercice de la même façon, c'est pas la peine de le retravailler. Tu vois? Et si tu demandes à un enseignant, vous faites les exercices parce qu'en séance, on va faire ces exercices-là.
ben, l'étudiant, il a vite compris qu'il a intérêt à ne pas faire les exercices avant. Enfin, il croit qu'il n'a pas intérêt à faire les exercices avant. Hein. Mais donc pour ça, moi, je crois qu'il faut faire attention au temps global des étudiants. Si le polycopié est rédigé de façon, j'allais dire, moi je dis bourbaquiste, de façon très très stricte, impersonnelle, ben il est moins digeste et de ce fait, il prend plus de temps à être travaillé. Donc il y a un petit peu tout ça sur lequel il faut faire attention. Ton point, il est tout à fait fondamental. Je l'accepte, il faut y faire attention, mais honnêtement, si on laisse les étudiants travailler en groupe seuls, sans nous, effectivement, quand ils vont coincer, ils vont passer du temps sur le truc sur lequel ils coincent. Oui, merci pour ces précisions. Est-ce que du coup, c'est comptabilisé dans leur emploi du temps, cette première séance, entre guillemets, où ils travaillent seuls? Moi, ça n'a jamais été comptabilisé dans le temps, ils s'en sont jamais plaints. Dans l'emploi du temps, pardon. Ils s'en sont jamais plaints et je pense qu'ils ne passaient pas plus de temps en travail personnel préalable que d'habitude en travail personnel postérieur. Ou pas sensiblement plus. Oui, il y avait Frédéric qui lève la main. Tu peux activer ton micro, Frédéric. Ouais. Juste une petite question. Moi, j'ai l'impression que le cours en amont, en fait, celui qui est dit, où ils doivent, alors je suis pas enseignante, hein, où ils doivent travailler ensemble, il doit être quand même conçu de façon complètement différente qu'un débit en cours magistraux, quoi. Je crois qu'il y a quand même que le plus gros travail est fait par l'enseignant à ce niveau-là, je crois, pour pouvoir les intégrer rapidement. Alors, je dirais évidemment si c'est une vidéo. Si c'est un document écrit, je leur explique que quand je lis un document scientifique, quand je lis un article de recherche, je ne le lis pas de A à Z du premier coup. Je lis, je regarde d'abord les différentes propriétés, je regarde un peu comment ça s'enchaîne, et puis après, je fais une seconde lecture plus fine s'il y a besoin. Donc, en fait, il faut quand même une méthodologie, leur apprendre ou leur donner une méthodologie en dehors des objectifs, etc., mais leur donner une méthodologie quand même. Je leur dis assez volontiers, lors de la première séance, je me suis rendu compte que les étudiants savent lire. Moi, je croyais pendant longtemps que le rôle de l'enseignant, c'était d'oraliser quelque chose qui est trop sec pour être sur de l'écrit. D'accord ? Je me suis rendu compte que les étudiants savent lire. Et puis, si vous ne savez pas lire un document scientifique, ce qui est normal parce que vous n'avez pas eu à faire, ben vous allez apprendre. Voici les techniques que j'utilise moi. Ça va pas beaucoup plus loin que ce que je viens de te dire. Et de toute façon, on va pas faire beaucoup de théorie sur la façon dont on fait. Je connais aucun enfant qui ait appris à marcher parce qu'on lui expliquait comment il fallait faire pour marcher. Et vous allez apprendre à lire en lisant à lire un document scientifique, en lisant un document scientifique. Mais vous savez déjà travailler sur de l'écrit. Donc, tu vois, et ça les surprend un peu, hein, effectivement. On va avoir un truc sans le cours préalable, ça les sort de leur confort au début. Mais je t'assure que si une fois, ça m'est arrivé, ils font pas le travail préalable du tout. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dis, comme d'habitude. Vous ne nous avez pas dit ce qu'il fallait travailler à l'avance. Bien sûr, si, je vous l'ai dit. Mais non, vous ne nous l'aviez pas dit. J'ai oublié. Et puis, de toute façon, hier soir, on avait de l'activité sociale étudiante. Vous savez lesquelles? Oui. Pas de problème. Je prends la crèche, je travaille au tableau. Quand je t'explique ça, les collègues, ils m'ont dit que j'ai fait exprès de faire un cours de cochon. Mais c'est pas vrai, j'ai pas fait exprès de faire un cours de cochon, mais ils n'ont pas recommencé. Hein. Ils préfèrent travailler comme ça. Alors, on a le temps pour une dernière question éventuellement. Déjà Ouais, ça passe vite. Hein. Non, j'ai été trop long. Il faut se méfier de moi, mais bon. Non, c'était très bien. Moi, je prendrais tu as fait allusion à l'APP. L'apprentissage par problème et par projet. Je dirais presque que cette méthode que je vous dis là a été mise au point. Je l'ai mise au point progressivement par opposition à l'APP.
Hein. L'APP, groupe de 6, 8, voire 12 en Québec, c'est des groupes de partage de travail. Hein. Et le partage de travail se fait chacun dans sa compétence et dans sa spécialité. C'est-à-dire que, alors qu'on a besoin d'apprendre là où on n'est pas le meilleur, hein, oh, toi, tu es bon en théorie, tiens, tu fais la théorie, moi, je sais rédiger, je rédige. Bon, c'est de l'optimisation ingénieure, ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas de l'optimisation apprenante. C'est même de l'anti-optimisation. Hein. Et l'APP, les élèves ne sont pas assez guidés, je trouve. Hein. Chercher où on doit aller, c'est peut-être très formateur, mais ce n'est pas très efficace, pas très efficient en termes de temps. L'APP, à mon avis, nécessite beaucoup plus de temps de travail personnel, beaucoup plus de temps de travail global pour acquérir les notions que ceci. Tu vois? Ouais. Donc, je réagis comme ça par rapport à ça. Ok. Et sur la notion, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, la notion vidéo-écrit. C'est vrai que j'avais vu parfois des documents qui disaient que les experts, quand tu disais par exemple que toi, quand une vidéo, c'est pas quelque chose sur laquelle tu étais confortable pour apprendre. Et j'avais vu, c'est vrai que souvent les experts vont plutôt aller vers des documents écrits, condensés, rapides à consulter, etc. Et que la vidéo était très adaptée pour débuter dans un domaine, par exemple. Alors, évidemment, c'est très généraliste, hein, ce que je dis là, mais c'est presque, j'ai pas forcément de travaux de recherche à vous donner par rapport à ça, donc c'est vraiment très empirique. Donc voilà. Mais ce serait intéressant d'échanger là-dessus. Je ne connaissais pas ces travaux-là. Hein. Non. Rejoins ce que je dis, qu'en vidéo, c'est bien en information ou c'est bien, non pas en conclusion, mais en prise de recul. Et il y a aussi la notion de compétence je dirais, de pouvoir travailler. Toi, tu expliquais par exemple que toi, l'écrit, quand tu lis un document scientifique, tu ne le lis pas de A à Z d'une traite. Tu vas d'abord un petit peu te l'approprier, regarder comment il est fait, et après, ensuite, tu vas le lire. Peut-être que des personnes vont justement le lire de A à Z parce qu'ils n'ont pas cette méthodologie, ils n'ont pas cette compétence-là. Et je dirais pour la vidéo, c'est un peu pareil. Moi, je suis très habitué à apprendre par vidéo. Et tu vois, par exemple, je vais mettre la vidéo en x2 ou je vais aller dans un endroit précis de la vidéo. Et c'est vrai que du coup, c'est assez intéressant de voir que en fait, on va chacun avoir des compétences différentes en fonction du format aussi qu'on va utiliser. Et du coup, ça m'a fait penser à ça en fait quand tu expliquais ça. Après, je dirais pas, ce que je disais précédemment, que les experts préfèrent l'écrit et les débutants préfèrent la vidéo. C'est vraiment. Alors, il faudrait que je retrouve la source de ce que j'avais lu par rapport à ça. Je pense pas que c'est une vérité vraiment. C'est pas quelque chose de scientifique, mais en tout cas, ça mérite réflexion effectivement sur est-ce qu'on va utiliser l'écrit ou la vidéo. Et je pense que surtout aujourd'hui, c'est intéressant d'en parler. Ce qui est amusant, c'est que le transparent écrit-vidéo, je l'ai fait pour vous là. Je l'ai fait à cette occasion-là. Je l'avais pas fait avant le confinement. Ouais. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Peut-être oui. Je vois Caroline qui lève la main. Ouais. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, vous avez un peu titillé ma curiosité sur la mise en place de TP collaboratifs. Et je voulais savoir si vous l'aviez justement mis en place et comment. Bon, alors, je suis en maths, je fais des TP sur informatique de mise en œuvre de différentes méthodes. D'accord? Je leur dis, vous ne vous mettez pas à deux sur un clavier, ce n'est pas très pratique. Vous êtes chacun sur un poste de travail. Vous avez un truc qui vous coince, vous demandez à votre voisin. Et vous essayez avec votre voisin à 2 ou à 3, donc pas à 4, 5, à 2 ou à 3, de voir si vous pouvez résoudre votre problème. Et si vous ne pouvez pas résoudre, vous m'appelez. Mais vous ne m'appelez pas par une réponse de quelqu'un tout seul. Donc c'est en fait, dire collaboratif, c'est un petit peu osé, hein, mais c'est quand même un peu sur l'idée qu'il est normal de travailler avec d'autres, en particulier pour résoudre ces problèmes. Et que l'enseignant, il vient, je ne vais pas dire en dernier recours, hein, mais il vient, et je leur disais, moi j'aiderais des étudiants seuls qui me posent la question tout seuls, mais je donnerai toujours priorité à ceux qui sont à plusieurs à me poser la question. D'accord. Tu vois, bon. C'est pas très fondamentalement différent, hein. Je suis d'accord. Et en tout cas, c'est pas des TP qui sont à 10 en répartissant les tâches à 2 par 2, etc. Hein. Après, si je leur dis, vous regardez vos résultats, on affiche vos résultats au tableau, on compare les résultats des uns et des autres. Bon. C'est intéressant quand même, mais ça c'est du gadget.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta question, Caroline, et merci à Christophe. Alors, j'ai ce difficile rôle de devoir couper malheureusement les discussions. Sachez que cette vidéo sera rediffusée sur le site de la Carto, et également sur une chaîne YouTube maintenant qui existe de la cartographie de talent. Bon, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Pour tous ceux qui voudraient, c'est facile de me contacter. Comme chacun sait, les retraités n'ont pas plus de temps que les autres, hein, mais bon, je réponds en général assez rapidement. Vous avez mon adresse électronique en premier élément au premier slide, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, je serais ravi de donner d'autres détails. Voilà. Merci encore une fois, Christophe, c'était passionnant, et merci encore à tous les membres. Et puis, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir.